Très bien, bienvenue pour la poursuite de votre Somnoforum. Bravo à vous d'avoir tenu jusqu'au bout pour cette journée. Voilà, et puis je remercie les organisateurs de m'avoir réinvité après pratiquement 3 ans d'absence. Et ça fait plaisir de vous retrouver tous. Alors je vais être un petit peu embêtant pour vous parce que je vais vous féliciter déjà d'être là parce que ça va être vraiment important pour vous d'avoir une formation qui soit validée pour les prescriptions. Parce que depuis le 1er janvier 2021, vous avez des obligations pour prouver votre compétence, votre qualification dans les troubles du sommeil et en particulier pour l'apnée du sommeil, pour les prescriptions, à la fois pour les PPC, pour les orthèses, et puis on va le voir après pour des médicaments par exemple éveillants en cas de somnolence diurne résiduelle, et puis pour l'ensemble des pathologies du sommeil. Donc c'est vraiment important que vous fassiez votre formation. Alors vous avez il y a divers voies qui ont été mises en place. Il y a l'AFST pour les internes, mais il y a les DIU ou DU de sommeil qui sont validants. Et puis vous avez également les DPC qui sont validantes avec un certain nombre d'heures pour pouvoir prétendre à avoir accès aux prescriptions pour votre traitement, pour vos patients ayant des problèmes de sommeil. Voilà. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ça va être un peu des nouveautés. C'est des nouveautés, mais qui auront, je pense, un impact d'ici 5 ans ou 10 ans, on ne sait pas encore très très bien. Donc pour le moment, n'abandonnez pas ce que vous venez d'apprendre sur la PPC, sur l'orthèse, etc. Parce que c'est vraiment important de continuer à traiter vos patients. Mais vous allez voir que petit à petit, on va finir par trouver un traitement médical, c'est-à-dire pharmacologique. Alors mes liens d'intérêt, il n'y en a aucun. Voilà, comme ça c'est réglé. Alors, on m'a demandé de voir quelles étaient les nouvelles molécules dans le sommeil. Alors, c'est vraiment un très vaste sujet parce que ça aurait pu être quelles sont les molécules diagnostiques, par exemple, du SAS. Alors, pendant un certain temps, on en a beaucoup recherché avec des molécules d'origine respiratoire, des molécules d'origine inflammatoire, etc. Pour le moment, on n'a pas grand-chose qui soit vraiment spécifique, du syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil. Les seuls signes spécifiques, c'est encore du traitement de signal électrophysiologique, c'est-à-dire la polygraphie ventilatoire, alors sous toutes ses formes, ça peut être le JAWAC, le watch patch, etc. Et puis également la polysomnographie quand il y en a vraiment besoin. Par ailleurs, ça peut concerner les nouvelles recommandations pour le traitement de la somnolence diurne excessive résiduelle, du SAS, que vous traitez correctement. Vous avez éliminé toutes les autres causes, par exemple, de mauvaise qualité de sommeil, les insomnies, les dépressions, les médicaments, etc., etc. Et là, vous pouvez avoir recours à des molécules qui permettent d'avoir un meilleur éveil au cours de la journée pour combattre cette somnolence diurne excessive résiduelle malgré un traitement bien conduit de votre syndrome d'apnée du sommeil. Alors après, vous avez différentes molécules et en fonction du risque cardiovasculaire, vous devez choisir l'une plutôt que l'autre. En réalité, pratiquement tout le monde va aller vers les pitolisants parce que c'est les molécules qui ont le moins de risques cardiovasculaires, qui ont le moins d'effets noradrénergiques. Ça pouvait être également les nouvelles connaissances sur la mélatonine, parce on commence à mieux comprendre tous ces problèmes d'horloge dont vous parlez. J'ai oublié le prénom, c'est pas grave, Françoise. Et puis
Vous avez, en fonction de la dose, du moment où vous prenez la mélatonine, est-ce que c'est une mélatonine immédiate? Est-ce que c'est une mélatonine retard? Tout ça, en fait, le mieux, c'est d'aller regarder un petit peu ce qui s'est dit, en fait, à la SFRMS, au Congrès du sommeil de cette année, parce que ça a été très, très bien exposé. Hein. Et puis, en fait, nous, on va s'intéresser essentiellement au traitement pharmacologique du syndrome d'apnée du sommeil. Voilà, donc on se concentre un petit peu on restreint le sujet. Donc, vous savez tous maintenant que la PPC, c'est un traitement de masse, hein, mais on a un petit problème quand même, hein, parce que bon, la PPC, c'est 1 600 000 personnes en France sous PPC. Donc, ça fait, vous comptez, hein, c'est 1 000 euros par an, par patient. Ça fait 1 600 000 qui tournent. Voilà, juste pour ça, en sachant en plus qu'il y a 46% d'abandon de PPC dans les 3 ans. Hein, c'est l'étude qu'on a vue tout à l'heure. Et donc, ça pose vraiment un problème de prise en charge en fait, des patients, surtout sur une masse pareille. Hein. Et puis, on a le problème de la somnolence diurne résiduelle. Et donc, là, on voit en fait que, bon, dans la majorité des cas, en fait, cette somnolence diurne excessive est corrigée par la PPC, mais il peut arriver de temps en temps qu'elle soit résistante à ce traitement et éventuellement qu'elle apparaisse. Donc là, on parle plutôt de somnolence diurne excessive émergente avec la mise en place du traitement. Bon, après, il y a tout un tas de stratégies pour savoir pourquoi il y a ça, mais donc voilà globalement en fait le problème qui se pose. Donc c'est pour ça que les traitements alternatifs sont absolument impératifs. On ne peut pas laisser 50% des patients sans traitement avec l'abandon de la PPC. Donc c'est quoi ces traitements alternatifs? On vous en a déjà longuement parlé, hein, c'est les orthèses d'avancée mandibulaire. Vous devez y penser systématiquement, surtout que la sécurité sociale en a fait un traitement de référence. D'accord? En tout cas, déjà pour les SAS légers à modérés, et puis ensuite, en cas d'échec, pour les SAS sévères qui supportent pas en fait la PPC. Hein. Donc c'est vraiment important. Et puis, comme disait Nathalie Eisenberg ce matin, en fait, ça sera éventuellement une alternance de traitement ou éventuellement une association de traitement entre la PPC et l'orthèse qui permettra en fait d'avoir une efficacité de traitement sur cette pathologie. Alors, et pourquoi je vous en parle? Parce que en fait, les orthèses actuellement, c'est 21 000 patients en France. Donc vous voyez l'écart entre ces deux traitements de référence, on a vraiment un problème. Hein. Et l'objectif de la CNEDIM, c'est-à-dire de l'ensemble des caisses d'assurance maladie, hein, c'est de faire à peu près 20% du 1 600 000 personnes. Et là, ça représenterait 320 000 patients, mais actuellement, si on regarde le nombre de poseurs d'orthèses, c'est impossible à atteindre. Donc on en reparlera après, c'est vraiment un problème, on va dire, économique, etc., de formation. Donc il y a tout un parcours de soins à revoir pour pouvoir atteindre cet objectif. Après, vous avez les autres traitements qui sont en fait des traitements vraiment minoritaires parce que ça s'adresse à des phénotypes de syndrome d'apnée obstructive du sommeil très particuliers. Donc ça va être la chirurgie maxillofaciale, ça va être la stimulation électrique ciblée du 12, ça peut être l'éducation neuromyofonctionnelle pour l'adulte, et puis on l'a vu pour l'enfant. Alors là, c'est vraiment important d'être alerté. Hein. On vous a fait plusieurs communications là-dessus. C'est l'orthodontie et éventuellement l'éducation oromyofonctionnelle interceptive pour éviter en fait d'avoir la constitution d'un syndrome d'apnée obstructive chez l'adulte. Donc tous les TROS de l'enfant, il faut les traiter le plus précocement possible. Et puis alors donc devant cette masse de malades,
hein, et on estime en fait que c'est seulement une partie des patients qui sont pris en charge, hein, parce qu'on estime qu'on doit être dans les 5 à 6 millions au moins à traiter. Donc là, avec les PPC, etc., ça ne va pas pouvoir être possible, hein, surtout avec une observance qui est quand même aussi mauvaise, il faut quand même le dire, hein. Voilà. Alors donc la solution, est-ce que ça ne serait pas un traitement médical? Alors disons en 2018, déjà, il y a une première publication. Alors, je vais vous parler déjà des traitements médicaux chez l'enfant. Donc, on a tenté en fait de travailler sur la partie inflammatoire liée des voies aériennes supérieures, liée en fait au traumatisme des efforts respiratoires nocturnes anormaux. Et en fait, donc, on voit que c'est peu efficace quand même par rapport à l'orthodontie, la, la rééducation, etc. Donc, il faut vraiment, voilà. Donc, ces traitements pour améliorer en fait la respiration nasale, ce ne sont que des traitements d'appoint, mais en aucun cas ça va résoudre le problème. Donc, c'est valable à la fois pour les anti-leucotriennes de type 1 et puis pour les topiques corticoïdes. Alors du coup, en 2019, en fait, il y a eu une première étude qui avait été signalée par des neurologues en utilisant en fait deux anciennes molécules. Donc l'atomoxétine, qui est un équivalent en fait de la ritaline et qui est utilisé aux États-Unis, pas en France, mais en Allemagne aussi, en Belgique, pour le TDAH. Et puis l'oxybutinine, qui est un médicament en fait qui est utilisé pour les vessies instables de l'enfant, les vessies matures, et puis éventuellement la vessie instable chez la femme enceinte quand vraiment on n'y arrive plus, etc. Parce que, alors, ce sont des médicaments très anciens, et donc on connaît parfaitement déjà leurs effets secondaires, etc. Et une première étude en 2019 avait montré en fait une amélioration à la fois de la respiration sur les index d'apnée-hypopnée, sur l'IAH, et puis également sur la qualité de sommeil, en sachant qu'il y avait quand même une augmentation des micro-éveils, mais avec une bonne répartition quand même de la structure du sommeil. Voilà. Et puis donc on reprend en fait les choses parce que donc en 2020 on reprend une autre cohorte mais qui est toujours avec un très faible effectif, mais qui est très intéressant parce que c'est le patient contre lui-même. Et cette fois, les critères d'inclusion étaient beaucoup plus larges parce qu'au début, on s'est contenté de gens assez minces, etc., avec un syndrome d'apnée qui soit pas trop important, etc. Et là, en fait, on a pris presque du tout venant. Allez, les 17 premiers qu'on voit, toc, on les prend, avec donc éventuellement des obèses, des très obèses, des très graves en termes d'index d'apnée. Et là, en fait, on a un résultat qui est absolument incroyable. Alors d'abord, on a testé l'atomoxétine seule, l'oxybutinine seule, tout ça versus placebo. Et puis ensuite, on a fait l'association des deux médicaments. Et il n'y a que l'association qui est efficace. Alors on sait sur différents paramètres, sur la ventilation passive, la ventilation active, sur le tonus musculaire, on a même mis des électrodes pour voir un petit peu la stabilité en fait du génioglosse, etc., son activité musculaire. Et en fait, ça améliore l'ouverture des voies aériennes supérieures, ça améliore la ventilation, quel que soit en fait l'effort ventilatoire. Donc si c'est une reprise respiratoire après un petit... on peut avoir naturellement en fait une diminution du débit ventilatoire. Ça peut être tout à fait normal, mais donc on a une reprise, un effort qui est modéré pour corriger ça. Donc vous avez une amélioration du gain en fait à la sensibilité au CO2, etc., avec une stabilité en fait du tonus musculaire des voies aériennes supérieures. Et par contre, ça
réduit légèrement le seuil d'éveil, c'est-à-dire qu'on peut se réveiller un petit peu plus facilement qu'un sujet non traité par cette association. Alors, donc ça, c'est déjà, ça pose un petit problème, parce qu'on a peur que sur une très grande cohorte du malade tout venant, ça peut induire en fait une diminution de la qualité de sommeil. Et puis l'autre problème de l'atomoxétine, c'est que ça c'est les différents paramètres, je ne reviens pas là-dessus, c'est que c'est un petit peu l'équivalent de la ritaline et donc qui a un effet amphétamine-like. Et puis, ce qui est embêtant aussi, c'est une stimulation sympathique, adréno-sympathique, et donc on a peur d'exposer en fait ces patients à éventuellement un risque hypertensif, etc. Enfin bref, d'augmenter en fait un risque cardiovasculaire. Donc, l'association, elle est intéressante, mais ce qu'on veut, c'est diminuer en fait les effets secondaires, éventuellement le risque cardiovasculaire de l'association. Alors du coup, on va multiplier en fait on va multiplier les associations. D'abord, on va garder l'atomoxétine et puis on va regarder si on n'a pas de molécules antimuscariniques, donc qui permet en fait la stabilité du tonus musculaire de façon un petit peu plus spécifique. Alors soit les récepteurs M2, M3, soit le récepteur M1. Et donc vous voyez qu'il y a différentes molécules qui ont été testées. Et là, on a une moindre efficacité sur la stabilité des voies aériennes supérieures. Donc bon, c'est un essai, on a essayé avec quelque chose de plus ciblé sur les récepteurs. Ça ne marche pas, on passe au suivant. Là, on a modifié en fait l'atomoxétine et on prend, en fait, c'est une molécule cousine qu'on a transformée, c'est la roboxétine et elle est associée à un autre antimuscarinique avec un essai contrôlé, toujours pareil. Et là, on a une meilleure stabilité du sommeil, une meilleure stabilité aussi des voies aériennes supérieures. Donc c'est à la fois sur les paramètres du sommeil, vraiment à proprement dit, donc le N3, la qualité de la structure du sommeil et puis la diminution en fait des micro-éveils et le fait d'avoir une meilleure stabilité des voies aériennes supérieures. Du coup, on a moins d'efforts respiratoires et moins de micro-éveils liés à des efforts respiratoires. Donc c'est non seulement l'index d'apnée-hypopnée qui diminue, mais c'est les RDI, en fait, c'est toutes les perturbations, tous les paramètres liés aux perturbations de la respiration nocturne en cas de rétrécissement des voies aériennes supérieures. Alors après, on regarde, parce qu'on cherche vraiment en fait ce qu'il y a de plus efficace. Donc on reprend l'atomoxétine, mais cette fois on prend un dérivé cette fois de l'oxybutinine et on fait le test avec l'aroxybutinine. Et là encore, on a une très bonne combinaison en fait de médicamenteuse. Donc voilà, vous voyez que ça se multiplie, ça va de plus en plus vite. Là, on est en 2022. Et puis là, maintenant, on est avec la réboxétine et l'oxybutinine. Et là, on a un essai c'est l'essai qui a donné le meilleur résultat jusqu'à présent. Sauf qu'on se dit que, oui, mais alors, si on prend la réboxétine et puis le dérivé de l'oxybutinine, est-ce qu'on n'aurait pas encore un effet encore meilleur ? C'est ce qu'on attend. Et la mise en route de l'essai est imminente. Et alors, vous voyez que ce sont des essais sur des petites populations, mais avec maintenant des critères d'inclusion qui sont beaucoup plus larges. On ne prend plus le petit syndrome d'apnée du sommeil, le patient non obèse qui n'a pas de risque cardiovasculaire, etc. Maintenant, on prend tout. On fait la première série, on regarde ce que ça donne, et puis très bientôt, en fait, va être mis en place par la FDA, qui est très intéressée en fait par ce type de traitement, parce que là, c'est des cachets, ça va être facile. Et puis, on n'aura peut-être plus le problème de l'observance de la PPC. Peut-être plus, il y aura peut-être moins d'orthèses aussi, etc. Mais donc voilà, c'est ça l'objectif. Donc voilà.
Et puis, toutes ces études, en fait, sont des études américaines. Et puis voilà la réponse européenne. En fait, là, c'est donc équipes allemandes, suédoises, etc., qui se sont mis en association. Et puis là, on a essayé un antiépileptique ancien, le Sultiam, qui est un inhibiteur de l'anhydrase carbonique. Alors, ça n'a pas été choisi comme ça au hasard. C'est parce qu'on sait que dans le SAS, il y a une augmentation de l'activité sanguine de l'anhydrase carbonique. Donc, d'où les problèmes de sensibilité au CO2, etc., etc. Et donc, on le sait déjà chez les épileptiques, un effet qui est l'hyperventilation. Et c'est ce qu'on recherche en fait pour la ventilation nocturne, pour améliorer en fait la ventilation chez les SAS. Alors on ne sait pas s'il y a un effet direct sur les centres de contrôle de la respiration au niveau bulbaire, mais en tout cas, on sait qu'il y a un effet périphérique. Et là, donc encore une fois, essai contrôlé, machin, avec une phase en fait, une première phase qui a été une phase de détermination de l'effet dose. Donc on augmente progressivement la dose de Sultiam, toujours sur les mêmes patients qui sont pris, qui sont leurs propres témoins, etc. Et alors la limite de cette étude, c'est que là, on a surtout regardé en critère de jugement principal la tolérance, alors que les autres études, les études américaines, on est déjà beaucoup plus loin sur les autres molécules. Là, c'est des études qui sont centrées sur l'efficacité. Et puis, donc, en critère de jugement secondaire, on a regardé effectivement l'efficacité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est très bien toléré. On a des paresthésies dans 76% des cas, alors ça paraît énorme, etc. Surtout à forte dose. Donc, on allait même on a été jusqu'à 400. On a augmenté encore jusqu'à 600, et puis en voyant à 600 qu'il y avait trop d'effets secondaires, on est revenu à 400 pour la dose maximale. Et puis en fait, on va voir qu'à 200 mg, ça suffit largement c'est un bon compromis entre les effets secondaires qui sont pratiquement supprimés, et puis l'efficacité sur les apnées du sommeil. Voilà. Et donc là, en fait, on voit sur l'index d'apnée, sur les index de désaturation, sur le temps passé à moins de 90% d'oxygène, etc. En fait, pratiquement tous les paramètres sont améliorés. Donc, on a une augmentation du N1, du N2, du REM. On a une diminution de l'index des micro-éveils. On n'a pas encore de différence significative sur le N3, sur les scores d'Epworth ou sur le FOSC. Donc, c'est une autre échelle sur la somnolence. Mais en tout cas, en fait, les résultats sont extrêmement prometteurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Bon, d'abord, c'est les limites de ces études. Le nombre de patients est limité. Les durées de traitement, elles sont courtes. L'efficacité, c'est parfois le critère de jugement secondaire. Donc, on a un petit biais en fait dans l'analyse de l'efficacité. Et puis, au départ, il y avait de nombreux critères d'inclusion, mais au fur et à mesure qu'on avance et qu'on teste ces nouvelles molécules, en fait, on a de moins en moins de critères d'exclusion, donc on prend du tout venant. Et puis, ce qui est vraiment important, c'est qu'on a une convergence de ces résultats avec les différents médicaments. Donc, on voit que atteindre en fait l'efficacité sur le SAS avec des médicaments, c'est possible. Voilà, c'est ça qui est important. Et on a une réduction progressive en fait des effets secondaires parce que on est en train d'améliorer en fait. On prend des énantiomères éventuellement de la molécule initiale pour diminuer les effets secondaires. Donc on voit que en fait il y a une évolution irréversible vers un traitement médicamenteux du SAS. Alors c'est pas pour tout de suite. Donc c'est pour ça que je vous dis, retenez bien ce que vous avez appris sur l'APPC, sur les orthèses, etc. Mais pour traiter une masse de patients pareils, ça ne pourra être efficace qu'avec véritablement un traitement médicamenteux. Voilà, je vous remercie. Merci.